Bonsoir, bienvenue dans la nouvelle formule du 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Grégory. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégory. Vous êtes parés pour cette nouvelle tranche d'information ? C'est un plaisir d'inaugurer cette nouvelle émission avec vous. Exactement, puis en plus on va parler politique puisqu'il y a encore des Yvelinois qui ont voté, certains en tout cas, ce week-end. Bah justement, on jette tout de suite un coup d'œil au programme de ce 10 octobre. Avec ce sommaire et les électeurs de la deuxième circonscription qui ont tranché, Jean-Noël Barrot remporte l'élection législative partielle. Il a été réélu avec 71,67% des voix devant Maïté Karif-Bédouani de la NUPES, déjà membre du gouvernement. Le ministre va céder son siège à sa suppléante Anne Bergantz qui deviendra députée pour la première fois. Elle est notre invitée. Près d'une station-service sur 3 connaîtrait des difficultés d'approvisionnement en France. Une situation tendue également dans les Yvelines où trouver du carburant relève du parcours du combattant. Nous ferons le point et vous verrez que cette actualité nous impacte nous aussi journalistes. Et puis côté sport, c'est l'événement phare de ce mois d'octobre à Saint-Quentin en Yvelines. Le Vélodrome National accueille les championnats du monde de cyclisme sur piste. C'est du 12 au 16 octobre, 50 délégations, 25 000 spectateurs attendus pour cet événement annoncé comme un test grandeur nature des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et sur cette actualité d'ailleurs, on recevra tout à l'heure en plateau Jean-Michel Richefort qui est vice-président de la Fédération française de cyclisme, sport toujours avec les résultats sportifs du week-end et on prendra des nouvelles de nos clubs de football yvelinois qui étaient engagés dans le 5e tour de la Coupe de France. Mes coups d'œil d'abord à la météo de demain dans les Yvelines, ce 11 octobre, jour de la Saint-Firmin, il fera plutôt nuageux, comptez 9 degrés le matin avec pas mal de nuages annoncés, ce sera 15 degrés l'après-midi, voilà vous le voyez, un 9 degrés très nuageux le matin, 15 degrés dans l'après-midi dans les Yvelines, des nuages également annoncés pour le reste de la semaine dans le département, la pluie devrait même s'inviter par moment à partir de jeudi, au niveau des températures, ça ne devrait pas descendre en dessous des 13 degrés. Les informations du jour, c'est tout de suite dans le 7-8. Avec Mathilde Francou à la une de l'actualité. Mathilde, c'est l'essence qui fait parler au niveau national, qui fait parler aussi dans les Yvelines. Faire son plein justement dans le département, ça s'apparente à un calvaire. Et oui, Grégory, des queues interminables et des heures d'attente sans savoir si oui ou non il restera suffisamment de carburant pour sa voiture. Ce week-end, une station sur 2 était fermée car non approvisionnée. La grève dans les raffineries est d'ailleurs reconduite. Le préfet des Yvelines a également interdit la vente et l'achat de l'essence dans les bidons, les jerrycans. J'en parlais dans les titres, à la une de l'actualité également, c'est cette législative partielle, élection législative partielle avec le résultat du second tour dans la deuxième circonscription et Jean-Noël Barrot l'emporte largement. Oui, hier soir, le ministre délégué au numérique a été réélu à 71,67% dans la deuxième circonscription des Yvelines face à la candidate de la NUPES, Maïté Karif-Bédouani. Déjà au gouvernement, il va passer la main à sa suppléante Anne Bergantz, mais le grand gagnant de cette élection reste l'abstention. Seulement 26,17% des votants se sont déplacés aux urnes. Nous sommes en octobre, le 10 octobre, et octobre c'est le mois du dépistage du cancer du sein. Le Mamobus est de retour dans les Yvelines. Exactement, à l'occasion d'Octobre Rose, une tournée de dépistage gratuit du cancer du sein est organisée dans le département. Le 11 octobre, le Mamobus sera à Versailles, le 12 à La Verrière, le 24 au Mureau, le 27 à Chanteloup-les-Vignes et le 5 novembre à Houdan. En 2018, 58 500 femmes ont pu être diagnostiquées en France. Une prise en charge tôt augmente les chances de guérison. Acrobate, clown, magicien, je ne parle pas des talents cachés de Nicolas Dandry, mais bien du 20e Festival international du cirque des Mureaux. Il a encore battu des records ce week-end. Oui, ils étaient une dizaine d'artistes à venir présenter leurs talents aux Mureaux, venant de Cuba, d'Italie ou encore d'Ukraine. Ils ont enflammé l'arène. On écoute Godefroy. Effectivement, c'est la première fois que je participe au Festival Cirque des Mureaux. C'est familial, festif, il y a un plateau d'artistes extraordinaires du monde entier. Donc c'est même un honneur d'y participer. On en entend parler dans le milieu artistique, dans le milieu du cirque. Et ouais, c'est super d'être là aujourd'hui. Ouais. Et fini les animaux sauvages, les lions et les tigres ne sont plus autorisés depuis 2 ans. Mais avec 8000 spectateurs environ durant le week-end, la fête a tout de même battu son plein. Nicolas, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je vois que dès le début de la saison, vous carburez aux bonnes blagues, Grégory. Non, mais c'est histoire de mettre une bonne ambiance sur ce plateau. Justement, on va parler de sport avec du football. Ce week-end avait lieu le 5e tour de la Coupe de France.
Effectivement, Grégory, et c'est la fin de l'aventure pour le FC Mantois. Ils se sont inclinés 2-0 face au club de National Paris 13 Atlético. Sur les 5 clubs yvelinois engagés, 2 sont encore en lice pour le 6e tour. Les détails tout à l'heure avec notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro. Qui sera tout à l'heure avec nous en plateau. Merci Mathilde, et vous le disiez à la une de l'actualité du jour, c'est le second tour de cette élection législative partielle qui s'est tenue dans la 2e circonscription des Yvelines. Avec nous en plateau nous a rejoint Anne Bergantz. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez... Merci d'être présente avec nous. Alors vous étiez la candidate suppléante de Jean-Noël Barrot et vous avez remporté ce scrutin. C'est vous d'ailleurs qui siégerez à l'Assemblée nationale en tant que député, puisqu'on rappelle que Jean-Noël Barrot est déjà membre du gouvernement. Il est le ministre de la Transition numérique et aux télécommunications. On va parler avec vous de ce nouveau rôle, de ce qui vous attend et comment vous allez aborder cette nouvelle fonction. Mais d'abord, Nicolas Dandry, qui est avec moi également en plateau, qui est avec nous. Et on va revenir sur les résultats de ces élections. Et je le disais, une victoire assez large de Jean-Noël Barrot. Oui, effectivement, Grégory, Jean-Noël Barrot, candidat de la majorité présidentielle, a obtenu 71,7% des voix. C'est donc une large victoire pour l'actuel ministre. Un nouveau succès, certes, mais à relativiser d'abord par rapport aux chiffres de l'abstention qui dépasse largement les 70% des inscrits. C'est largement supérieur aussi aux 45% atteints au second tour le 19 juin dernier lors de la précédente élection législative. Cette faible participation a donc eu aussi des conséquences sur les résultats. Si on poursuit la comparaison, le taux est beaucoup plus important aujourd'hui puisqu'il était à 64% en juin dernier, mais Jean-Noël Barrot perd plus de 15 000 électeurs dans cette élection partielle qui a eu lieu hier. Et le phénomène est le même pour Maïté Karif Bédouani, la candidate écologiste de la NUPES, a récolté 28,3% des suffrages ce dimanche 9 octobre, soit 5000 bulletins glissés dans l'urne avec son nom. Mais c'est 10 000 de moins par rapport à juin dernier. Et d'ailleurs, on écoute la réaction de Maïté Karif Bédouani suite aux résultats d'hier soir. C'est une élection qui porte Anne Bergantz à l'Assemblée nationale, avec moins de 15% des habitants inscrits. Dans cette élection, nous avons pu observer une campagne surmédiatisée côté Jean-Noël Barrot, à la fois mobilisation des ministres, de la presse, de la télévision et de moyens ciblés, et pour élire finalement une personne qui ne sera pas Jean-Noël Barrot. Moi, je ne peux pas dire que je suis dans la défaite, puisque déjà nous représentons une force alternative. Alors, on voit votre adversaire, Anne Bergantz, commenter le chiffre de l'abstention, finalement, et puis aussi dire que, finalement, les électeurs de la seconde circonscription des Yvelines ont voté pour Jean-Noël Barrot et non pas pour vous. Comment vous réagissez par rapport à ces propos ? Alors, on ne peut pas, évidemment, se satisfaire du taux d'abstention, mais qui nous concerne, nous, et qui concerne également Maïté Karif Bédouani. Ça n'est pas vraiment une surprise, puisque dans des élections législatives partielles, on tourne toujours à peu près autour de 25% de participation. Donc, on est un petit peu en deçà, donc ça n'est pas vraiment une surprise. On n'a pas l'effet moteur que peut avoir une élection nationale. On était les seuls à voter en fait en France pendant ces 2 derniers week-ends. Ça pose évidemment la question de l'écart, peut-être qui grandit aussi entre les électeurs et nous, et toute la question de savoir comment on peut ramener les jeunes dans les débats publics et leur donner envie en votant, mais pas que, en participant à la vie civile, la vie politique en général, de pouvoir s'investir. Néanmoins, hormis cette abstention, effectivement, on peut dire que nous avons été largement élus avec Jean-Noël Barrot, donc les résultats des urnes ne portent pas à discussion. En ce qui concerne le fait que ce sera moi qui siégera, effectivement la suppléante, je suis toujours un petit peu étonnée de l'interrogation, puisque en fait au mois de juin, c'était le cas de beaucoup de ministres qui se représentaient en législative et ça ne posait visiblement pas de questions. Là en l'occurrence, ça en pose parce que on est un peu sous les feux de la rampe étant la seule élection, mais pour moi ça n'est pas un sujet, c'est la règle. En fait, il y a un titulaire, une suppléante, le titulaire étant ministre. Ça n'était pas caché évidemment pendant cette élection. Je deviens députée
tant qu'il est ministre, et il reprendra évidemment son poste de député si le président de la République en décide. Alors pour vous présenter Anne Bergantz, vous êtes élue à Lévis-Saint-Nom depuis 14 ans. C'est la commune dont Anne Grignon est le maire. On rappelle juste que c'était l'ex-députée suppléante de Jean-Noël Barrot qui était devenue députée justement à l'entrée de Jean-Noël Barrot au gouvernement sur un court laps de temps parce qu'elle avait dû démissionner. Elle cumulait également la fonction de sénatrice suppléante des Yvelines. Elle ne pouvait pas cumuler donc les deux fonctions. Vous êtes dans vos activités professionnelles responsable du service social auprès des patients d'un hôpital public parisien. Juste une petite précision, du coup, cette carrière professionnelle, pour le moment, va être mise de côté avec ces nouvelles fonctions de député ? Oui, absolument. J'ai demandé ma disponibilité. Alors, vous le savez sans doute, c'est qu'il y a un délai de carence là qui s'applique. Donc, je ne suis pas aujourd'hui députée. Je serai députée dans 30 jours. Et j'ai demandé ma mise en disponibilité. C'est une chance que j'ai de pouvoir le faire. Mais je travaille encore jusqu'au bout dans cet hôpital à Paris quotidiennement. Vous serez député à la date du 10 novembre. C'est pour ça que dans la présentation, ne soyez pas étonnés pour les téléspectateurs, c'est bien marqué futur député des Yvelines. Pourquoi cet engagement politique à côté de votre carrière professionnelle ? Je dis, il y a un engagement déjà dans une commune, Lévis-Saint-Nom, depuis 14 ans. J'allais presque dire que j'avais déjà un engagement plutôt dans la vie publique plutôt que dans la vie professionnelle. J'ai un parcours un peu professionnel, un peu atypique. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans le secteur marchand. Je me suis arrêtée de nombreuses années pour élever mes enfants. J'ai 3 enfants. Et puis, pendant ce laps de temps, je me suis engagée dans l'associatif et dans la vie communale. Donc, je vous l'avais dit, depuis 2008, en tant que conseillère municipale, ensuite adjointe aux affaires associatives et aux affaires scolaires, ce qui représente des sujets que j'aime, qui m'intéressent particulièrement. Et puis, de nouveau conseillère municipale depuis 2020, parce que c'était l'époque où je faisais une réorientation professionnelle, qui m'a amenée à décider de ne plus mettre maire adjointe, parce qu'on le sait, ce sont des fonctions qui demandent un investissement très important. Et j'ai souhaité, donc c'était un petit peu quelques années plus tôt, en 2014, reprendre des études plus en lien, avoir un métier qui ait du sens, pour moi, et j'ai repris des études d'assistante sociale. Donc j'ai été diplômée en 2017 et en 2002, en 2018, j'ai commencé ma carrière au sein de l'hôpital Necker et je suis actuellement responsable de service social. Donc j'avais d'abord une vie, je dirais, investie dans l'intérêt général, une vie professionnelle qui est arrivée plus tard, mais tout ceci est assez cohérent finalement. Et un investissement dans l'intérêt général qui évolue d'une commune, vous passez donc à une circonscription, vous allez devenir, je le disais, député de cette deuxième circonscription. Pourquoi vous avez accepté de vous joindre à Jean-Noël Barrot pour ces élections et de devenir du coup député par la suite? Oui, c'est évidemment pas une décision qu'on prend à la légère, tant elle implique des choix personnels, professionnels. Je connais Jean-Noël Barrot évidemment depuis 2017, depuis qu'il est député de la circonscription. C'est un député qui a toujours été extrêmement présent sur les territoires et qui a œuvré, je dirais, sur des sujets sensibles, notamment sur ma commune, mais aussi sur la vallée de Chevreuse. Je sais, pour l'avoir côtoyé régulièrement, que nous partageons des valeurs communes. Et sans revenir sur les événements de cet été, en fait, c'est un peu tout naturellement, je pense, qui s'est adressé à moi. Il recherchait une élue du sud de la circonscription, c'était déjà un choix, une femme, parce que la parité qui n'est pas imposée effectivement dans le ticket lui semblait importante. Et donc il m'a proposé, je suis évidemment honorée de la confiance qu'il m'a faite. Et après quelques temps de réflexion, j'ai décidé d'accepter, parce que c'est une aventure qui ne peut pas se refuser, en fait. Qui ne peut pas se refuser. Et dans une circonscription particulière qui est à cheval sur l'urbain, sur le rural, avec un territoire pluriel, on peut le dire. Il y a les cantons de Vélizy, Versailles-Sud, ça va également jusqu'à Chevreuse. Quels sont les sujets importants à vos yeux dans cette circonscription que vous souhaitez porter au niveau national ?
Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle je ne vais pas pouvoir forcément répondre. Je connais les chantiers qui ont été initiés par Jean-Noël Barrot et que je vais continuer, évidemment. Donc il y a des sujets liés, vous le savez, aux nuisances sonores, notamment, des sujets locaux, mais qui ont abouti à une législation et à des lois au niveau de l'Assemblée nationale. C'est aussi le sujet de Tous fuient le noble avec avec les nuisances sonores aussi liées à son activité, les sujets liés à la ligne 18 qui est un sujet important. Dont l'un des tronçons va passer justement sur le plateau de Saclay à proximité de la commune de Magny-les-Hameaux. Évidemment sur Magny-les-Hameaux, Châteaufort. Donc c'est des sujets d'infrastructure, moi qui me semble important de continuer à porter, surtout aujourd'hui quand on parle les transports en commun me semble un élément important si on réfléchit sur les mobilités et notamment sur le réchauffement climatique aussi. Il y a aussi d'autres sujets sur les nuisances sonores aussi, sur la 86, sur des pôles vers Versailles et sur Vélizy. Ensuite, j'ai envie de vous dire j'ai l'intention d'être aussi présente que Jean-Noël Barrot sur le terrain et que ces sujets-là, ils sont venus du terrain. Donc probablement qu'il y a des sujets que je porterai, mais qui sont à venir. Très rapidement, ça va ressembler à quoi là, ce mois de préparation d'ici votre prise de fonction officielle du coup comme député en novembre, ça va être vous préparer justement à ce rôle ? Oui, absolument. Alors je travaille encore, donc je vais essayer de cumuler. Alors d'abord, ce sera une présence en circonscription le week-end, évidemment, aux côtés de Jean-Noël Barrot, probablement sur tous les rendez-vous qu'on peut honorer tout au long de son mandat. Et puis évidemment être très 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 attentif à ce qui se passe à l'Assemblée, sans pouvoir y participer, vous l'avez dit. Donc il y a déjà des projets de loi auxquels je sais que je ne participerai pas, de fait. Mais par contre, avoir une veille, plus qu'une veille, en fait, une attention quotidienne sur tous les sujets qui sont portés à l'Assemblée. Et voici ce à quoi pourrait ressembler justement l'une de vos prochaines journées à l'Assemblée nationale. Nicolas Dandry, vous avez pu suivre le temps d'une journée la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Effectivement, la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger, a été élue par son groupe, en fait, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous l'avons suivi le mardi 4 octobre, c'était la semaine dernière. Et en fait, le mardi, c'est une journée très dense pour la présidente parce qu'elle participe à la fois à la réunion de groupe, aux questions au gouvernement, et après à différentes réunions. Et vous allez le voir dans ce reportage, la journée est très dense pour Aurore Berger, regardez. Il est 10h20, Aurore Berger arrive à l'Assemblée nationale, une rentrée parlementaire particulière pour l'Yvelinoise. Pour son second mandat au Palais Bourbon, elle a été élue présidente du groupe Renaissance le 22 juin dernier par les députés du groupe. Moi, j'ai 170 députés, donc 169 autour de moi, avec moi, et donc il faut évidemment porter un collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire définir des lignes, des objets politiques qu'on a envie à un moment de porter dans le débat public. Ça définit qui on est. Et puis, j'oublie pas le territoire, évidemment, et le Sud-Yvelines. Et donc, je continue à l'arpenter tous les week-ends. Le mardi est une journée rythmée pour la chef de file des députés Renaissance. Premier rendez-vous, la réunion avec les groupes Modem et Horizon qui composent la majorité présidentielle. Un rendez-vous intergroupe effectué une fois par mois. Objectif, assurer la cohésion de la majorité tout en laissant des marges de manœuvre individuelles aux députés. C'est pas la caserne, encore une fois, d'être dans un groupe politique. C'est un choix d'appartenir à un groupe politique, c'est un choix d'appartenir à un collectif. Et moi, ma responsabilité, c'est d'animer le collectif. C'est quoi la ligne ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Moi, je dis voilà ce que je recommande. Après, chacun est libre parce qu'à la fin, chacun est jugé individuellement aussi en tant que député et chacun a été élu individuellement en tant que député. Pour occuper cette nouvelle fonction, comme la une de la première victoire d'Emmanuel Macron affichée dans son bureau, Aurore Berger a osé. En général, dans la vie, quelle qu'elle soit, je pense qu'à un moment, il ne faut pas attendre qu'on vous donne les choses. Il faut y aller, il faut oser prendre la parole, il faut oser s'exprimer. Il faut aussi avoir de la cohérence dans les positions qui sont les vôtres, dans les propositions que vous portez. Moi, je suis très fière que la première proposition de loi de mon groupe, ce soit sur la garantie de l'accès à l'IVG pour toutes les femmes. Et je crois que s'ils m'ont choisi, c'est parce que peut-être j'avais de l'expérience du précédent mandat, que j'avais la personnalité qui est la mienne, où ils savent que je peux aller au combat pour eux, que je peux aller au combat dans l'hémicycle, mais que je peux aussi aller au combat pour obtenir vis-à-vis du gouvernement un certain nombre de choses. Combattante, elle l'a encore démontré ce jour-là dans l'hémicycle.
Aurore Berger a interpellé la Première ministre sur les violences conjugales en faisant allusion à l'affaire Quatennens. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. S'il vous plaît, je crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre. Je crois que ce sujet mérite mieux que des esclandres et je suis navrée que vous reconnaissiez si bien dans les propos que j'ai exprimés. Et pour la présidente du groupe Renaissance, la tâche ne fait que commencer. Dans un contexte de majorité relative, une situation inédite à l'Assemblée nationale où le gouvernement et les groupes de la majorité présidentielle vont devoir aller chercher des compromis ou utiliser l'article 49.3 de la Constitution. Alors avant de rentrer dans les détails, pour vous décrire un peu l'ambiance que j'ai pu constater la semaine dernière à l'Assemblée nationale, d'abord je conclus sur ce sujet en disant que le gouvernement va devoir aller chercher des compromis, mais peut-être utiliser aussi le 49.3. Il se trouve que c'est peut-être d'actualité parce qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, les députés examinent le projet de loi de finances en séance publique. Ça débutera demain. Il y a déjà 3511 amendements qui ont été déposés par les oppositions, dont 1192 par les députés Les Républicains. Est-ce que vous êtes favorable à l'utilisation justement de ce 49.3 ou est-ce que vous souhaitez participer à ces débats parlementaires et laisser place aux députés ? Moi, je pense qu'il est important de justement promouvoir le débat parlementaire et que l'on est, d'ailleurs sur ce point, nous devons être exemplaires. Mais évidemment, participer au débat parlementaire, c'est pas forcément privilégier le chaos. Il faut que le débat soit constructif. Je suis évidemment favorable au débat. Je reprendrai ce qu'avait dit Elisabeth Borne dans sa déclaration de politique générale. Compromis n'est pas compromission. Voilà. Les échanges restent indispensables dans un débat démocratique, c'est une évidence. Alors justement, Grégory, je vais revenir sur un épisode qui m'a assez marqué. Racontez-nous un peu les coulisses de ce reportage. Déjà, si on commence par la matinée, la réunion de groupe qu'on voit, ça se passe une fois par mois. C'est-à-dire qu'habituellement, chaque groupe se réunit tous les mardis, mais là, c'était une réunion intergroupe, vous l'avez compris. La majorité présidentielle, c'est le groupe parlementaire Horizon, c'est le groupe parlementaire Modem dans lequel vous allez siéger. Et c'est le groupe parlementaire Renaissance. Donc ça, c'était pour la matinée. Puis l'après-midi, moi, ce qui m'a marqué, c'est les questions à l'Assemblée nationale. J'ai participé plusieurs fois pour TV78 à des questions parlementaires, alors dans la tribune presse. Mais là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu, c'est des interruptions sans cesse. Première question, c'est Marine Le Pen qui l'a posée sur le fioul. La Première ministre a répondu et pendant sa réponse, tous les députés du Rassemblement national criaient « et le fioul », c'était inaudible. Est-ce que vous êtes prêts justement à cette ambiance assez lourde et assez pesante et peut-être à des nuits de débats passés à l'Assemblée nationale pendant ce quinquennat ? Ça va se répéter sûrement sur les 5 prochaines années. Oui, je peux que le déplorer objectivement parce que c'est pas du tout mon style, très honnêtement. Moi, j'estime que le débat parlementaire doit être un débat respectueux. Voilà. Par contre, je suis évidemment pas responsable de ce que les autres groupes estiment devoir faire. Je pense que, on parlait de l'abstention, je suis pas certaine que ce type de comportement aille dans le sens de rapprocher en fait les électeurs des élus. Et c'est ce qui me navre. Je trouve ça très contre-productif, à vrai dire. Merci Anne Bergantz d'être venue en plateau. Je le rappelle, vous avez gagné donc ce second tour de la législative partielle aux côtés de Jean-Noël Barrot et vous allez siéger comme député dans un mois, député de cette deuxième circonscription des Yvelines dans le groupe Modem. Je vais y arriver. Merci à Nicolas Dandry également pour toutes ces précisions et nous avoir fait vivre ces coulisses à l'Assemblée nationale. Merci. L'autre actualité du jour, elle est nationale, mais a forcément des répercussions au niveau des Yvelines. Ce mouvement social entamé dans les stations-service, d'abord dans les raffineries. La grève entamée il y a quelques jours par les salariés de Total Energy et d'Esso ExxonMobil est reconduite. Il est donc difficile de faire le plein en ce moment, et c'est le cas dans le département. Gabriel Gontier et Julien Leroy ont justement tenté d'aller faire le plein ce matin. Regardez. Ce lundi encore, la pénurie continue dans les stations-service. C'est 30% d'après le gouvernement des stations qui sont impactées. Comme de nombreux Français, nous avons besoin d'essence pour aller travailler. Nous allons voir comment ça se passe autour de Guyancourt, dans les Yvelines. Les Yvelines font partie des territoires les plus touchés par la pénurie. Comme pour 10 autres départements, la préfecture a pris des mesures pour éviter la pénurie complète. Parmi elles, l'interdiction du remplissage de jerrycans.
On vient tout juste de s'arrêter à la station de Voisins-le-Bretonneux. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la file ne désemplit pas depuis le début de la matinée. Les stocks de samplon 98 sont déjà à sec en raison d'une distribution partielle depuis quelques jours. Alors on a repris la route, comme vous pouvez le voir devant nous, plus de 200 mètres de queue. Les automobilistes commencent à s'impatienter et nous, on arrive dans le rouge. Je suis arrivée, il était 11h15, donc ça fait quasiment 1 heure. Franchement, c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Bien que la plupart des automobilistes comprennent les raisons de la grève, c'est le manque de civisme de certains à la pompe qui est regretté. Sur le principe, je le comprends. Maintenant, je trouve choquant qu'on se retrouve dans cette situation, dans des queues et dans des pénuries. Derrière moi, et les gens étaient prêts à se battre pour une place dans la file. Ça me semble un peu disproportionné et vivement que cette situation soit réglée. Nous avons enfin atteint la station Total Énergie. Ici, tous les carburants sont encore disponibles pour le moment. À noter que ce dimanche, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que la situation devrait s'améliorer dans les jours à venir. De son côté, Total Énergie mise sur la responsabilité de chacun et prévoit d'avancer les discussions sous réserve de la fin des blocages. Et on vous le disait, une information qui nous est parvenue dans l'après-midi. La grève est reconduite dans les raffineries du groupe Total Énergie et Esso, et ce jusqu'à mardi. Un mouvement qui s'étend aussi à quelques stations-service du même groupe dans le territoire français. Alors comment trouver de l'essence, du carburant dans les Yvelines? Au-delà du bouche à oreille, plusieurs solutions s'offrent à vous. Il y a notamment le site du gouvernement, prix-carburant.gouv.fr, qui propose des mises à jour tout au long de la journée. Notez que le site a été saturé par moment aujourd'hui et qu'il était impossible d'y accéder. Des applications mobiles également comme Waze ou encore Gaspal qui sont alimentées en temps réel par les informations des automobilistes, tout comme d'autres sites participatifs. Vous les voyez à l'image. Le plus connu, c'est mon-essence.fr. Via une carte interactive, vous pouvez très facilement, on va pouvoir voir cet exemple de carte, facilement accéder également à des informations sur les stations qui délivrent du carburant. Il suffit de taper dans la barre de recherche une région, un département, une ville ou même un code postal. Partagez également vos informations sur les comptes Twitter et Facebook de TV78 sur la publication Pénurie de carburant. Vous pouvez renseigner dans quelle station-service et avec quel carburant vous avez pu faire le plein. N'hésitez pas à partager cette publication pour faire circuler les informations au plus grand nombre d'automobilistes yvelinois. On compte sur vous. Allez, on va parler maintenant d'actualités sportives dans le département des Yvelines. Avec un nouveau journaliste de la rédaction de TV78, c'est Mickaël Elmidoro qui m'a rejoint au plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction de TV78. On jouait ce week-end le 5e tour de la Coupe de France de football. Effectivement Grégory, plusieurs clubs yvelinois étaient encore en course. Petite désillusion pour le FC Mantois 78 qui s'est incliné sur le score de 2-0 face au Paris 13 Atlético. Des images de Céline Charles. Le parfum de la Coupe de France flottait dans l'atmosphère du stade Aimé Berjal de Mantes-la-Ville. Les joueurs locaux du FC Mantois 78 qui évolue en R1 recevaient le Paris 13 Atlético, un club de national. En première période, les Parisiens ouvrent le score sur ce corner avant la 10e minute de jeu, 1-0. Ce sera le score à la pause. On a pris un but au bout de 6 minutes, donc c'était difficile, mais après on a eu du répondant. En face, c'était une équipe de national qui joue 3 divisions au-dessus. Donc on n'a pas trop à avoir de regrets. Au retour des vestiaires, les visiteurs font le break suite à ce coup franc après cette combinaison 2-0. Quelques minutes plus tard, le FC Mantois récolte un carton rouge et n'arrivera pas à revenir dans le match. Pas de miracle. Fin de parcours dans cette Coupe de France 2022-2023 pour le club yvelinois. Scénario catastrophe, on prend le but au bout de 1 minute 30, donc après c'est difficile à 2-0. Surtout qu'après on prend un rouge, donc il nous restait plus de 35 minutes à jouer à 10, donc après c'est sûr que c'est toujours plus difficile. Franchement, la deuxième période, on a été plus tranchant. En première période, on regardait un peu le ballon, on ne sortait pas sur le joueur, mais en deuxième période, on a su se reprendre. Le FC Mantois va maintenant se focaliser sur le championnat de Régional 1. Le club yvelinois est actuellement à la 11e place du classement, avec un bilan de 2 nuls et 1 défaite en 3 matchs.
Bon, Michael, c'est bien dommage, le FC Mantois éliminé, mais d'autres clubs yvelinois étaient également en lice pour ce 5e tour. Quels sont les autres résultats ? Les résultats sont plutôt mitigés, hein, Grégory, pour nos clubs yvelinois. Le FC Mantois est donc éliminé, on l'a vu. Les Mureaux n'ont pas pu faire mieux. Ils se sont inclinés à 3-1 sur le terrain de Sainte-Geneviève. Ardricourt s'est fait écraser face à l'Ogre Sarcelles sur le score de 7-2 à domicile. Poissy se qualifie pour le 6e tour sur la plus petite démarche 1-0 sur le terrain de Neuilly-sur-Marne. Enfin, le FC Versailles, le club phare du département, remporté son duel face à Argenteuil 3-1, mais il y a eu quelques problèmes avec les supporters adverses. C'est pour ça qu'il a marqué le petit reporté. Ça a été effectivement, il y a eu ces petits problèmes. Justement, quels sont ces incidents ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il y a eu quelques incidents. Oui, Versailles du coup a connu une fin de match très particulière, une fin de match prématurée. Des projectiles et des feux d'artifice ont été lancés sur le terrain. L'arbitre a arrêté une première fois le match, mais lors de la reprise, des pétards ont été lancés en direction du gardien versaillais Sébastien Renaud, suivi d'un envahissement de terrain de la part des supporters d'Argenteuil. L'arbitre a donc pris la décision de siffler la fin du match à la 85e minute. Score final 3-1, mais Versailles devrait plutôt avoir match remporté sur tapis vert. Au prochain tour, Versailles devrait affronter le Red Star et Poissy jouera contre Sainte-Geneviève. Les matchs sont programmés ce dimanche 16 octobre. Donc il reste 2 clubs yvelinois, hein, le compte est bon, c'est bien ça. Le compte est bon, Grégory. On va espérer qu'il brille sur les prochains tours. On se souvient notamment du parcours fabuleux de Versailles la saison dernière avec une demi-finale de Coupe de France. On va parler à présent rugby. On signe, c'est le même parcours. On signe, mais oui, bien sûr, mais on signe même pour une finale au Stade de France. Je vous le cache pas. Rien que ça. On va parler rugby, championnat de Fédéral 2. Un bon et un mauvais résultat pour les clubs yvelinois en Fédéral 2. On va commencer par le bon résultat avec Plaisir qui s'est imposé 32-10 sur le terrain d'Amiens. Une très belle performance qui permet aux Plaisirois d'être 4e du classement avec 15 points. Le mauvais résultat concerne quant à lui Versailles. Les Versaillais se sont inclinés 38-21 à l'extérieur sur le terrain du leader Rissorangis. Une défaite qui n'arrange pas les joueurs de la Cité Royale. Le RCV est 10e sur 12. Le RCV qui découvre, on le rappelle, ce championnat de Fédéral 2 cette saison. On va terminer par du handball féminin. Dans le championnat de National 2, Montigny-le-Bretonneux est en très grande forme. Les Igny-Montaigne se sont imposés 26-19 sur le terrain de l'Homme-Lille Métropole, avec notamment 6 buts pour Maja Velkovic. Au classement, l'ASMB est 2e du classement avec un bilan de 3 victoires et une défaite en 4 matchs disputés. Prochain match ce samedi 15 octobre à 18h30 à domicile au complexe sportif Pierre de Coubertin. Les Igny-Montaigne joueront contre Rosières Saint-Julien. Merci Mickaël, vous restez avec nous parce qu'on va parler cyclisme sur piste avec les championnats du monde qui démarrent mercredi et c'est jusqu'à dimanche au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Alors pour briller à domicile, le sélectionneur des Bleus a fait appel à des pistards, les pistards les plus en forme du moment. On regarde votre reportage Mickaël. Une équipe de France pour briller à domicile. Ce mardi 4 octobre, la sélection pour les championnats du monde de cyclisme sur piste est tombée. Les spectateurs présents au Vélodrome national du 12 au 16 octobre pourront voir les têtes d'affiche françaises comme Ryan Elal, Sébastien Vigy ou encore Mathilde Gros. Ça va être quelque chose de top, donc je me dis voilà, j'ai hâte, on a encore quelques jours pour peaufiner les derniers réglages et après se lancer et tout donner devant le public, la famille, les amis. Moi j'ai fait les Europes ici en 2016 mais il n'y avait pas les tribunes pleines, donc ça sera un premier championnat à domicile avec 6000 personnes derrière moi, derrière nous, même pour l'équipe de France. On retrouvera également dans cette équipe de France 3 membres du club local de Saint-Quentin en Yvelines, le VCE Sky Team Vousser, avec Timmy Gillion, Quentin Lafargue et Clara Copponi. C'est encore plus satisfaisant parce qu'il va y avoir la famille du club, du coup, même si j'ai pas l'occasion de les voir beaucoup, c'est encore plus satisfaisant que de me dire qu'ils vont être là et qu'ils vont me voir à la maison et en championnat du monde, c'est cool. En termes de médailles, les instances n'ont pas voulu chiffrer d'objectifs pour ce rendez-vous yvelinois, mais l'équipe de France semble armée pour cet événement. On est dans des disciplines qu'on maîtrise, où on a des favoris de certaines épreuves, et surtout on va courir à domicile, encouragé par on l'espère, un public nombreux et communicant. Prendre plaisir, alors c'est quelque chose d'important, mais il ne faut pas se prendre la tête ou se mettre plus de pression. Le gros du travail, comme je l'aurais dit, a déjà été fait dans l'année, donc il y a une bonne préparation, et après faudra en découdre le jour J. Pour ce rendez-vous, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines affiche presque complet. 25 000 personnes sur 5 jours vont pousser cette équipe de France. Et on continue de parler de cet événement avec Jean-Michel Richefort. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la Fédération française de cyclisme. Vous êtes également le président du club de l'EC Vélizy 78.
Une petite question déjà en réaction à ce sujet, on a vu pas forcément d'objectif de médaille donné par les Bleus. Pourquoi tant de prudence de la part de l'équipe de France selon vous? On se souvient de la radia de médailles en 2015, il y avait eu 5 médailles en or, 7 médailles au total. Il y a eu aussi d'excellents championnats d'Europe l'été dernier avec 6 médailles d'or pour la France, avec 15 médailles au total. C'est pas de la fausse modestie de ne pas se fixer d'objectifs pour ces mondiaux, à domicile en plus? Il y a toujours des objectifs, et d'ailleurs le directeur technique national, Christophe Manin, et l'entraîneur national, Grégory Baugé, l'ont parfaitement dit. Le travail a été fait, notre équipe de France est au point, on joue à domicile, et je pense que secrètement quand même... on va essayer d'égaler, sinon de battre ce chiffre de 2015, tout naturellement. Mais nous avons une équipe de France très forte, et dans tous les domaines, tant en endurance que sur le sprint. Et c'est ce qui fait la force de ce collectif équipe de France. Justement, sur le sprint, il y a l'absence à noter quand même de Florian Grengbo, qui a été remplacé par Timmy Gillion, qui est en plus un athlète originaire du territoire. Il est du club du VCE Sky, Team Vousser. C'est la mauvaise nouvelle peut-être côté France, l'absence de Florian Grengbo? Non, on ne peut pas dire cela, parce que encore un accident domestique, je tiens à préciser. Oui, tout à fait. Chez lui, il s'est fait une rupture des ligaments croisés. C'est bien voilà, ça. Si c'est tout à fait cela. C'est dommageable bien sûr, mais nous avons un collectif assez fort, et Timmy va tenir sa place d'ailleurs. Il avait déjà tenu lors des championnats d'Europe. Tout à fait. Et là, dès mercredi soir, avec de grandes chances de médailles pour cette équipe de vitesse par équipe, avec Ryan Elal et puis surtout Sébastien Vigier comme chef de file. Et là, faudra pas rater ce rendez-vous mercredi soir, ses premières chances de médaille. Mais Timmy a parfaitement sa place et va tenir sa place. Tout comme Clara Copponi, et puis le capitaine de cette équipe qui est Quentin Lafargue également. Tous les trois sont du club du VC Sky, Team Vousser, et ça c'est vraiment très bien pour notre territoire. On a parlé des athlètes, il y aura aussi une première surveillée pour ces mondiaux de Florian Rousseau, qui a pris récemment le poste de directeur du programme olympique. Grégory Baugé aussi, qui est l'entraîneur du sprint. Ils seront sous attention aussi. Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle. Ça a été un choix voulu par la Fédération française de cyclisme, et tout naturellement ce sont deux leaders, Florian donc champion olympique, champion du monde, Grégory champion du monde. Donc c'est le tandem qu'il fallait pour apporter donc la dimension vraiment olympique à cette équipe de France. Et là c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté justement cette équipe de France, qui est assez jeune, il faut le rappeler, une moyenne d'âge d'environ 26-27 ans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté Ils ont apporté ces champions, la rigueur du très haut niveau, et donc sûrement une prise de conscience dans tous les domaines. Bon, il y a l'entraînement, il y a la récupération, il y a le matériel, il y a la concentration, et ces champions donc savent transmettre leur expérience, et face à des jeunes qui ne peuvent que essayer de démontrer qu'ils sont à la hauteur. Et ça, c'est vraiment le tandem qu'il nous fallait pour franchir un cap supplémentaire pour cette équipe de France. Et ce sera un retour de ces mondiaux au Vélodrome National, après, on se souvient d'une édition 2015 réussie. Alors, pour cette édition 2022, c'est du 12 au 16 octobre, ça débute mercredi, 50 délégations, 420 coureurs seront sur place, on attend 25 000 spectateurs au Vélodrome National, et on sera donc mercredi à 653 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. On peut le dire, c'est un événement test, une répétition générale avant ces JO. C'est une formidable répétition, bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup de nations viennent repérer les lieux, repérer la piste avec les particularités de la piste, pour en tirer tous les enseignements pour préparer les JO, qui sont
l'événement majeur. Mais voilà, et c'est ce qui fait la force et tout l'intérêt de ces championnats du monde. Tout est prêt, là on est à 2 jours de l'ouverture de ces mondiaux, tout est prêt sur place? Oui, absolument, là tout est prêt, tout est cadré, et on doit rendre hommage aussi à la centaine de bénévoles là, qui sont présents tous les jours aux côtés du staff de l'équipe de France et des équipes de la Fédération française de cyclisme, parce qu'il faut le dire, c'est un événement organisé par la FFC. Oui. Mais comment ça se prépare justement ce type d'événement? Vous avez parlé du rôle très important des bénévoles notamment. Comment ça se prépare? Oui, c'est toute une préparation en amont avec toute l'installation. Vous avez vu l'aire centrale qui a été préparée au millimètre, les podiums, le fléchage, les abords. Et après, bon, il y a l'accueil du public, l'accueil des délégations aujourd'hui. Et donc, c'est toute une coordination qui est faite par la FFC. Mais sans ces bénévoles et ce duo, donc équipe permanent et l'apport des bénévoles, on ne pourrait pas organiser de tels événements. Les bénévoles sont très importants dans le dispositif d'organisation. Est-ce qu'il y a une épreuve à ne pas rater, s'il y en a une à choisir là dans les 5 jours de compétition? C'est très difficile parce qu'on a des chances de médailles dans de nombreuses disciplines. Bien sûr, mercredi, il ne faudra pas rater la poursuite par équipe, mais la vitesse par équipe, mais il y a la poursuite individuelle où tous nos espoirs reposent sur Quentin Hermenot et bien sûr le leader incontestable et incontesté de l'endurance qui est Benjamin Thomas, champion du monde de l'Omnium. Il ne faudra pas rater l'Omnium, il ne faudra pas rater non plus l'américaine où il sera associé à Donovan Grondin et voilà, mais je veux dire, toutes les épreuves sont dignes d'intérêt. Alors il est très difficile d'en choisir une, mais quand même Benjamin Thomas devrait nous apporter de grandes satisfactions. Un petit pronostic peut-être sur ces championnats du monde en termes de médailles pour les Français? C'est difficile. Bon, j'espère que nous allons égaler donc le score de 2015. Donc 5 médailles d'or et 2 médailles de bronze. À mon avis, on devrait pouvoir faire un peu plus. Peut-être faire un peu plus. Et au niveau de l'organisation de l'événement, est-ce que l'objectif c'est de faire tout aussi bien que 2015, voire mieux, au niveau de la réussite de l'événement? On se souvient d'un événement réussi en 2015. Oui, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas l'événement. Hein. Tous les signaux sont au vert actuellement. En plus, c'est un événement qui va être couvert au niveau médiatique d'une façon incroyable. 30 heures de direct, France Télévisions, Eurosport, relayé par une trentaine de télévision dans le monde entier, donc on peut estimer pratiquement à 100 millions de téléspectateurs, donc ça c'est un événement porteur justement pour la discipline de la piste et pour le cyclisme en général. Il y aura parmi les journalistes accrédités notamment Michael Elmidoro qui ne boude pas son plaisir. Il reste quelques places quand même, parce qu'on a dit 25 000 spectateurs attendus. Oui, il reste encore des places pour le premier jour, pour mercredi encore, il reste quelques places, mais après on joue à guichet fermé les 3 derniers jours. Bon, jeudi, il doit rester encore quelques places, mais là, ça se remplit. Et je pense que les 5 jours seront complets au niveau spectateurs. Et toutes les infos billetterie sur le lien, bien sûr, qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous rappelle, ces mondiaux de cyclisme sur piste qui s'ouvrent donc mercredi au Vélodrome National. Et c'est jusqu'à dimanche. Merci Jean-Michel Richefort d'être venu en parler en plateau. Merci à vous. Je rappelle, vice-président de la Fédération française de cyclisme. Merci Mickaël également pour toutes ces précisions. Et on va bien sûr suivre ces mondiaux de cyclisme sur piste. On vous relaiera des reportages sur notre antenne TV78, également sur nos réseaux sociaux. Ça sera mon camp de base, le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant 5 jours. Avant de vous laisser un petit mot encore une fois de météo. Ce 11 octobre, jour de la Saint-Firmin, il fera plutôt nuageux dans les Yvelines, comptez 9 degrés le matin avec pas mal de nuages annoncés, donc 9 degrés le matin. Voici l'animation qui s'affiche, ce sera 15 degrés dans l'après-midi avec des nuages également annoncés pour le reste de la semaine dans le département. La pluie qui devrait même s'inviter par moment à partir de jeudi. Au niveau des températures, ça ne devrait pas descendre en dessous des 13 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition du 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans les prochains jours pour toujours plus d'informations, d'idées de sortie et également d'infos pratiques. Belle soirée sur TV78.